Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion qui revient après un mois de vacances. Durant ce mois, vous avez eu le best-of des émissions de la saison précédente. Aujourd'hui, une nouvelle saison démarre et avec comme invité Modou Diagne Fada. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de prendre part à cette émission. C'est un plaisir partagé. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, président du conseil départemental de Kébémer et de la santé. L'actualité, c'est le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Vous êtes le président du groupe des libéraux et démocrates. Alors, de manière globale, comment voyez-vous les renouvellements qui se sont opérés au sein de l'institution qu'est l'Assemblée nationale? Je voudrais vous remercier Pierre et ensuite saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'on a repris les mêmes et on recommence. Ah oui. Il n'y a pas eu de nouveauté ni de changement. Il n'y a pas eu de bouleversement, il n'y a pas eu de changement. Je crois qu'on a considéré que le travail qui a été fait par l'équipe sortante a été un bon travail. Et raison pour laquelle l'équipe sortante a été reconduite dans sa globalité. Ce qui, bien entendu, n'est pas l'avis des Sénégalais qui ont été interrogés par différents médias, par différents groupes de presse. Et ces Sénégalais-là ont toujours considéré que l'Assemblée nationale ne faisait pas le travail pour lequel elle était là. Bien entendu, ceux qui devaient décider auraient pu en tenir compte, mais tel n'a pas été le cas. En tout cas, en ce qui concerne le bureau, il n'y a pas eu de changement. Et même mieux, ils ont continué à violer la loi, notamment la loi sur la parité. En ce qui concerne les vice-présidences de l'Assemblée nationale, certes, il y a 4 hommes et 4 femmes, mais qui ne sont pas disposés comme c'est recommandé par la loi. Derrière chaque homme, une femme, ou derrière chaque femme, un homme. En ce qui concerne la liste des secrétaires élus aussi, il n'y a qu'une seule femme, alors qu'on devrait au moins en avoir 3 ou 4. Et comme d'habitude, cette tradition parlementaire qui voudrait que le principal groupe de l'opposition soit présent dans le bureau de l'Assemblée nationale, encore une fois, cette année aussi, cette tradition parlementaire n'a pas été respectée. En fait, la majorité a tout pris et ils se sont partagés les postes entre membres du groupe Benno Bokk Yakaar, entre membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et vous avez eu une présidente de commission, Aïda Mbodj, mais ça, c'est la commission culture et communication. Oui, mais je rappelle que les présidents de commission ne sont pas membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et cette présidence de commission, c'est parce que c'est le nombre de députés que nous avons qui nous donne cette commission. En fait, ce n'est pas une faveur, c'est un droit du groupe des libéraux et démocrates. Et bien entendu, nous avons reconduit notre sœur Aïda Mbodj à la tête de la commission culture et communication. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de violations. Est-ce des violations que vous allez attaquer ou bien laisser en l'état? C'est pas la peine. Oui. C'est pas la peine de remettre le débat de la première année de la 12e législature. Nous avions porté l'affaire devant les juridictions compétentes. Pour nous compétentes, hein, mais ces juridictions-là s'étaient déclarées incompétentes. Donc je crois que si nous reprenons aussi la même plainte ou les mêmes revendications devant la justice, nous risquons d'avoir les mêmes réponses. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas jugé nécessaire de porter l'affaire devant la justice. Et le fait que ce soit le président de la République himself qui demande à ses députés de reconduire le président de l'Assemblée nationale et le bureau en entier, ça vous explique quelque chose? C'est la preuve de l'inféodation du législatif à l'exécutif. Cela montre que jusqu'à présent, la séparation, le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs est fictif encore dans notre pays. En fait, c'est la présidence de la République, c'est le gouvernement qui dicte sa loi aux législatives. Et si nous voulons être une démocratie sérieuse, si nous voulons avoir une assemblée respectée, bien entendu, il faut rompre ce cordon
ombilical qui lie l'exécutif au législatif. Et travailler à amener l'Assemblée nationale à assumer ses prérogatives constitutionnelles. Nous avons quand même des prérogatives importantes. Nous avons une fonction de représentation. Nous avons une fonction de législation. Nous avons une fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Mais nous pensions qu'avec la nouvelle législature, qu'avec la nouvelle Assemblée, qu'avec la 12e législature, la rupture tant vantée, tant annoncée, allait voir le jour. Mais on constate, en tout cas jusqu'à présent, que la rupture n'est pas de mise. On constate jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui va se passer pour la 3e année. Mais en tout cas, on constate, en ce qui concerne, on constate pour les 2 premières années que rien n'a bougé. Les lois qui sont votées pour l'essentiel viennent de l'exécutif. Les propositions de loi devant venir des députés ne passent pas. Les questions orales, les questions d'actualité ne passent pas. Par contre, on peut saluer peut-être une autre amélioration en ce qui concerne les questions écrites. Quand vous écrivez à un ministre, le ministre vous répond. Mais ce qui dépend de l'Assemblée nationale, l'organisation de débats autour des questions d'actualité, autour des questions orales, ces débats-là ne se tiennent pas. Les commissions d'enquête parlementaires, on en parle, mais elles ne sont pas créées. Les commissions d'information, on n'en a jamais entendu parler. C'est vous dire que l'Assemblée nationale peine en tout cas à assumer ses prérogatives, à assumer son rôle, et nous sommes absents sur beaucoup de débats importants. Le débat autour du virus Ebola. Certes, le ministre de la Santé s'est déplacé, mais à travers une commission. Une démarche à saluer. Oui, mais bien sûr. Mais je crois que le ministre de la Santé venu à l'Assemblée nationale a rencontré les membres de la commission santé et les députés qui souhaitaient venir y prendre part. Mais une telle question aussi importante aurait pu mériter un débat en plénière. On aurait pu convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour débattre de cette question, pour en parler et pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Tel n'a pas été le cas. On aurait pu citer d'autres questions importantes autour desquelles on aurait pu parler, on aurait pu débattre, mais ça n'a pas été le cas. Tout comme les tournées parlementaires pendant l'hivernage, aller faire un tour à Vélingara, à Kolda, pour voir un peu l'état d'avancement des semis, l'état d'avancement de nos cultures. Cela aussi n'a pas été organisé. C'est vrai qu'il y a une tournée de la commission des lois autour des prisons qui a rapporté quelque chose, il faut aussi le reconnaître. Oui. C'est grâce à cette tournée qu'on a pu améliorer, je crois, les conditions de détention ou les conditions d'existence des prisonniers eux-mêmes. Mais je crois que c'est assez insuffisant comme bilan pour une assemblée qui était annoncée comme devant être une assemblée de rupture. On a parlé tout à l'heure de la mainmise de l'exécutif sur le législatif. Mais là, il n'y a rien de nouveau au soleil. On s'en souvient, à l'époque où Wade était au pouvoir, on a entendu des députés dire nous sommes des députés des Baïfal de Abdoulaye Wade. Mais c'est ça qu'il faut. Mais il faut rompre avec ça. Moi, je suis un jeune, j'appartiens à une génération. Je ne suis pas de la génération de Wade ni de Moustapha Niasse. J'appartiens à une autre génération. Et je crois aussi que le président Macky Sall appartient à cette même génération-là. Il est quand même né après les indépendances. C'est un homme, normalement, qui aurait pu être porteur de rupture, porteur de changement. Parce qu'encore une fois, il a vécu toutes ces situations-là et il comprend parfaitement comment fonctionne une Assemblée nationale, comment fonctionne un gouvernement. Mais force est de reconnaître qu'après 2 ans, les choses ne bougent pas. On nous avait promis une Assemblée nationale de rupture. Mais c'est ça le grand paradoxe, c'est ça le grand problème. La rupture, elle n'est pas encore effective. J'espère seulement, parce que je suis un homme optimiste, j'espère qu'avec la 3e année de la 12e législature, nous allons enfin voir ou constater des ruptures, constater des changements. Je pense qu'avec cette 3e année de la 12e législature, enfin, des initiatives seront prises par l'Assemblée nationale pour redorer son blason. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire et l'avouer, il est difficile de dire que je suis député. Ah oui. Ah non, mais il est difficile parce que l'opinion sénégalaise ne comprend pas encore le rôle d'un député. L'opinion sénégalaise ne comprend pas encore l'utilité d'un député. Parce qu'on n'a pas aussi fait les efforts nécessaires
pour amener l'opinion à comprendre que le député est utile, que le député est important, que le député peut faire bouger les choses. Mais écoutez, nous allons vers la loi initiale des finances, 2015. La loi va venir comme telle et va repartir comme telle. L'Assemblée n'aura aucune possibilité de changer un seul mot ou une seule disposition. Mais à la longue, voilà un fait, voilà un constat qui fait que l'opinion pense véritablement que l'Assemblée est finalement inutile. C'est quoi? Il faut un député de type nouveau. Il faut un député de type nouveau, mais surtout, il faudrait qu'on comprenne que le député qui est élu par les populations doit être là pour les populations. C'est vrai que tel que les listes de députés sont confectionnées, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, si un député peut se permettre de dire « je suis un député d'Abdoulaye Wade, je suis un député de Macky Sall », c'est parce qu'il considère que c'est Abdoulaye Wade ou c'est Macky Sall qui a fait la liste. Si Abdoulaye Wade et généralement, c'est le cas. Ah, mais c'est le cas présentement. Oui. Il faut changer. Il faut changer en profondeur les choses. Parce que les états-majors ne doivent plus avoir la même mise dans la confection des listes de députés. Il faut un nouveau redécoupage électoral du pays. Il faut permettre aux députés de venir de la base, d'être élus par une circonscription électorale bien déterminée. Je donne l'exemple souvent du département de Kébémer. Lors des dernières élections législatives, la coalition SOPI a eu à peu près 15 000 voix. La coalition majoritaire qui nous a battus lors des législatives dans le département de Kébémer a récolté 15 800 voix. Mais les deux députés de Kébémer appartiennent à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ces deux députés-là, ils ne peuvent pas prétendre représenter tous les citoyens sénégalais du département de Kébémer parce qu'il y a au moins 15 000 qui n'ont pas voté pour eux. Non, il faut changer le mode de scrutin. Il faut instaurer un système de deuxième tour. Il faut redécouper les circonscriptions électorales pour amener le député à avoir la possibilité de se présenter et avoir la possibilité de battre campagne auprès de ses concitoyens pour devenir, disons, député. Et peut-être d'être élu par suffrage universel direct. Non, le député est déjà élu par le suffrage universel direct. Mais le problème, c'est que nous avons 150 députés, 60 sont élus sur les listes départementales. Les 60 députés qui viennent des listes départementales, souvent, passent comme lettre à la poste, parce que tout simplement, les grandes coalitions souvent mènent les débats au niveau de la base. Par contre, si on avait pris le département de Matam, disons, on dit la commune de Matam doit élire un député, la commune de Ourossogui doit élire un député, le reste du département de Matam va élire aussi un député. Ça va permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement des militants de parti de se présenter aux élections législatives et peut-être de passer. Prenons l'exemple des élections locales. Dans beaucoup de villes, il y a des listes dissidentes. Et souvent, il y a des listes dissidentes qui remportent l'élection. Parce que tout simplement, ces listes dissidentes sont conduites par des hommes et des femmes connus, appréciés par les populations à la base. Donc, il faut qu'on repense notre système électoral, qu'on repense notre mode de scrutin si nous voulons avoir une assemblée de qualité, si nous voulons avoir une assemblée qui représente les populations. Mais si nous continuons avec le même mode de scrutin, avec le même système électoral, les députés qui viendront à l'Assemblée nationale seront des députés de parti. Okay. Et cela posera toujours un problème entre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, entre l'exécutif et le législatif, parce que le législatif aura toujours tendance à écouter, à prêter une oreille attentive à ce que dit l'exécutif. Oui, on a toujours assimilé l'Assemblée nationale à une chambre d'enregistrement ou même à un dortoir, pour parler de manière prosaïque. L'autre jour, on a entendu le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, dire qu'une Assemblée nationale qui dort ne peut pas voter 56 lois en l'espace de 26 mois. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que les députés dorment ou que l'Assemblée dort. Vous ne dormez pas? Non, on ne dort pas. On ne dort pas dans l'hémicycle. Nous nous efforçons quand même de travailler en plénière et en commission. Mais un bilan de 56 lois votées à l'Assemblée nationale pendant 2 ans, il faut d'abord qu'on pose la question à M. le Président de l'Assemblée nationale, combien de lois viennent des députés?
La performance de l'Assemblée nationale ne peut pas se mesurer en fonction du nombre de lois proposées par l'exécutif et votées par l'exécutif. La performance ou l'efficacité de l'Assemblée nationale ne peut se mesurer qu'à travers les propositions de loi faites par les députés et votées par l'Assemblée nationale, ou les commissions d'enquête proposées par les députés et entérinées par l'Assemblée nationale. Et puis, qu'est-ce que c'est que 56 lois pour, disons, plus de 700 jours? Une année, c'est 365 jours. Nous en avons fait 2. Multiplier 365 jours par 2, c'est quand même plus de 700 jours. 700 jours, nous avons voté 56 lois, ce n'est pas très fameux. On aurait pu être plus efficace, on aurait pu voter davantage de lois, mais surtout, marquer notre présence aux côtés du peuple sénégalais, être en contact permanent avec les populations sénégalaises. Mais c'est vrai que pour cela aussi, il faudrait que l'État, de façon générale, soutienne les députés. Un député qui n'a pas d'assistant parlementaire, qui n'a pas de cabinet, qui n'a pas de conseiller technique, et qui est obligé, qui est tenu de parler d'économie, de croissance, de culture, de sport. Mais ce n'est pas possible. Pourtant, on dit que vous êtes les choyés de la République. Mais on le dit, c'est parce que les gens, ils regardent les salaires, ils regardent... En fait, ils mettent en rapport le salaire et le travail que nous faisons. Ils pensent que nous ne travaillons que pendant l'examen de la loi des finances. Ils pensent que nous ne travaillons que pendant les plénières. Ils ne comprennent même pas, les Sénégalais ne comprennent même pas que nous travaillons pendant les commissions. Que le travail en commission est un travail extrêmement important. Mais pourquoi l'État ne prendrait pas sur lui d'inviter les journalistes aux travaux de commission, d'inviter la presse aux travaux de commission, de permettre aux télévisions de filmer et de montrer les travaux de commission? Les travaux de commission ne sont pas portés à l'attention de l'opinion, mais ça aussi fait que les Sénégalais pensent que nous ne travaillons pas. En tout cas, moi, ma religion, ma conviction est presque faite. Si nous ne prenons pas nos responsabilités à partir de cette troisième année, à partir de maintenant, pour changer les choses, pour faire avancer les choses, cette présente législature risque d'être la plus nulle de toute l'histoire parlementaire du oui. Et Sénégal. vous fondez sur quoi? Mais parce que je vois, je suis quand même parmi peut-être les plus jeunes à l'Assemblée nationale, mais c'est mon 3e mandat. Je suis à l'Assemblée depuis 1998. J'ai fait la législature de 1998, j'ai fait celle de 2007, et je viens d'entamer mon 3e mandat. Donc je connais un peu comment fonctionne une Assemblée nationale. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, parce que j'appartiens à cette législature et mon souhait, c'était de voir cette législature opérer les ruptures attendues par les Sénégalais, opérer les changements attendus par les Sénégalais. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'avance une telle prophétie, mais je garde l'espoir, parce qu'encore une fois, le président Niasse, il a le profil de l'emploi, il a une riche expérience, il a un excellent parcours. J'espère qu'à partir de cette 3e année, qui doit être l'année de la maturité, il prendra ses responsabilités et conduira l'Assemblée nationale vers les changements attendus par les Sénégalais. Oui, l'enfer, c'est les autres, c'est connu. Mais vous, quelle est la part de responsabilité de votre groupe parlementaire dans la médiocrité du débat à l'Assemblée nationale? Non, mais écoutez, moi, je crois que nous, on ne peut pas nous qualifier de médiocres. Et je ne qualifierai pas d'ailleurs la majorité de médiocres. J'ai quand même beaucoup de respect. La pauvreté du débat. Beaucoup de respect pour mes collègues de la majorité, mais le débat est pauvre. Parce que quand vous présentez devant l'hémicycle pour évoquer des questions sérieuses, des questions économiques, des questions sociales, pour faire des amendements importants qui devraient pouvoir permettre au projet de loi d'être mieux voté, en fait d'être plus pertinent. Mais en face, on vous dira toujours, faites de la politique. C'est parce que vous n'êtes pas content, c'est parce qu'on vient de vous balayer, c'est parce que vous avez volé des milliards, c'est parce que vous avez fait ceci, c'est parce que... Au lieu de répondre, au lieu de parler du débat, c'est plutôt des invectives. Le débat est pollué. Le débat est pollué. Donc nous faisons de notre mieux pour tenir tête, pour relever le débat, mais en face, ils sont plus nombreux. S'ils décident de bloquer le débat, mais il n'y aura pas de débat. Ça nivelle par le bas. Mais on nous tire plutôt par le bas. Et beaucoup d'entre nous déjà, hésitent même à prendre la parole à l'Assemblée nationale. Je sais que quelqu'un comme Souleymane Ndéné Ndiaye
l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de quitter l'Assemblée nationale, c'est en fait ça. Vous venez, vous évoquez des questions sérieuses, vous parlez de façon responsable, en face, on vous répond par presque des injures, des insultes, ou alors franchement d'une façon où vous-même, vous vous dites, mais où est-ce que je me trouve? Est-ce que ma place est ici? Oui. Nous restons à l'Assemblée nationale. Vous, personnellement, dans la presse, on a eu à lire quelques articles de presse qui faisaient état du refus du président Abdoulaye Wade de vous voir être reconduit au poste de président du groupe parlementaire, vous et Aïda Mbodj, qui est le président de la commission culture et communication de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il? Ben, je crois que ce qu'il en est, nous venons de sortir des renouvellements de l'Assemblée nationale. J'ai été reconduit à la tête du groupe des libéraux et démocrates, et ma sœur Aïda Mbodj a été reconduite à la tête de la commission culture et communication. Ça veut dire que ce n'était pas un débat sérieux. Bon, vous savez, et moi d'ailleurs je ne sais pas d'où ça vient cette histoire-là. Est-ce que c'est à l'interne, c'est-à-dire des responsables qui pensent que nous ne devions pas pouvoir cumuler nos fonctions de président de conseil départemental et de président de groupe parlementaire. Argument valable, non? Non, ce n'est pas un argument valable. Quand on va aux élections et qu'on gagne, on doit être récompensé. Mais on ne va pas aux élections ensuite pour gagner et être sanctionné. Parce que si nous étions sanctionnés, la prochaine fois, nous serions tentés de perdre pour le parti et de perdre nos communes. Donc je crois que vous cumulez deux fonctions. Mais non, mais c'est parce que nous nous sommes battus à la base. C'est parce que nous nous sommes battus à la base. Nous avons fait le tour de nos départements, nous avons été au contact de nos populations, nous avons été élus. Ce qui se passe à la base n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau du sommet du parti. Je crois que quand on occupe une responsabilité de président du groupe parlementaire, avec cette fonction, vous partez à la base. Vous donnez la commune de Darou-Moussi, vous donnez le département de Kébémer au parti, on doit vous féliciter. Et je crois que s'il y avait plus qu'un poste de président de groupe parlementaire, on devait nous le donner. Parce que c'est nous qui avons été les plus performants lors des dernières... Nous avons été parmi les plus performants lors des dernières élections locales. Ce n'est pas une façon pour nous de jeter la pierre aux frères et sœurs qui n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné cette fois-ci. Nous pensons qu'ils gagneront la prochaine fois. Mais ce n'est pas aussi une raison de sanctionner ceux qui ont gagné. À l'Assemblée nationale, toujours, la déclaration de politique générale du Premier ministre est annoncée dans le courant de ce mois. Est-ce que vous avez été officiellement d'ailleurs convoqué pour la DPG? Non, nous ne sommes pas encore officiellement convoqués, mais je rappelle au Premier ministre Mohamed John qu'il est en train de violer la loi. Ah oui? Ah mais parce que le délai imparti au nouveau Premier ministre pour présenter sa déclaration de politique générale, c'est 3 mois. Depuis qu'il est à la tête du gouvernement, ça fait 3 mois, c'était le 6 juillet dernier. Mais on est en octobre, c'est 3 mois. Il devait présenter sa déclaration de politique générale au plus tard, alors le 6 octobre. Donc là, il est hors la loi. Oui. Et ce qu'il va présenter, encore une fois, risque de ne pas être perçu comme étant une déclaration de politique générale, parce qu'une déclaration de politique générale doit respecter la loi, doit respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, doit respecter aussi les formes. Et là, vous entendez faire quoi face à la violation de la loi? Mais le Premier ministre Abdoul Mbaye avait aussi violé la loi. Nous avons saisi la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer cet état de fait et pour dire que les lois, elles sont faites pour être respectées. Et le Premier ministre, je crois, le Premier ministre est une personnalité politique importante dans le dispositif institutionnel de notre pays. Ce n'est pas à lui de violer la loi. Et bien sûr, nous le dirons à haute et intelligible voix le moment venu. Oui. Aujourd'hui, le débat se pose sur même l'utilité d'une telle entreprise, c'est-à-dire le fait de venir faire une déclaration de politique générale. Vous, est-ce que vous pensez qu'il est toujours utile de le faire? À mon avis, d'ailleurs, à mon avis, il faut réformer la loi. Quand un nouveau régime s'installe, un nouveau président de la République, qui nomme un nouveau Premier ministre, on peut recevoir le Premier ministre et lui permettre de faire sa déclaration de politique générale. Mais une fois cette première déclaration de politique générale faite par le Premier ministre du régime, oui, ça suffit. Parce que les autres Premiers ministres qui vont venir
vont simplement répéter ce que l'autre a dit. Dans notre pays, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Ce n'est pas le Premier ministre. Et comme c'est le même président de la République, mais quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, il ne pourra que décliner la vision du président de la République, la politique définie par le président de la République. Donc que ça s'appelle, que le premier s'appelle Abdoul Mbaye, Aminata Touré ou Mohamed Dionne, oui. C'est la même politique. Donc c'est pas la peine. Il faut, à mon avis, de ce point de vue-là, réformer la loi et peut-être se limiter à une seule déclaration de politique générale. Sauf que là, les deux premiers ministres, Aminata Touré et Abdoul Mbaye, étaient plus dans le Yonou Yokouté. Entre-temps, il y a eu le plan Sénégal émergent qui sera certainement... voilà, donc le point focal de la déclaration de politique. Non, mais je suis en train de sourire parce que... C'est du sérieux, là. Non, mais sérieux, on nous a tellement... bon, c'est vrai que quand même, ils ont mis du temps à trouver le plan Sénégal émergent. Parce que la première déclaration de politique générale de M. le Premier ministre Abdoul Mbaye, quand il a été interpellé autour de quel programme décide-t-il d'appliquer? Est-ce que c'est le programme Yonou Yokouté ou est-ce que c'est le programme des Assises nationales? Il a dit les deux. Quand Mme le Premier ministre Aminata Touré est arrivée, elle a dit c'est le programme Yonou Yokouté qui va être appliqué. Et plus tard, on nous parle du plan Sénégal émergent. Certainement, Mohamed Dionne va nous dire, non, maintenant c'est le plan Sénégal émergent. Oui. Et bon, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter et aller vers les choses sérieuses, comme on dit. Les déclarations, c'est bien, mais les Sénégalais attendent des résultats, attendent des réalisations, attendent que les choses bougent un peu plus pour, allant dans le sens, bien entendu, de régler leurs préoccupations. Oui, les choses vont certainement bouger dans quelques mois avec le retour annoncé du Sénat. Vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce utile de faire revenir cette Chambre? Si vous demandez aux militants du PDS que je suis, aux libéraux que je suis, moi je suis pour un pays avec deux chambres. Je suis pour une chambre haute et une chambre basse. Je suis pour que les projets de loi passe par l'Assemblée nationale, qui est une chambre politique, où les débats sont plus ou moins passionnés, où les positions sont plus ou moins politiques, ou parfois même politiciennes. Mais après cela, la loi doit arriver dans l'autre chambre, composée de sages, composée de personnalités plus ou moins détachées de la vie politique, et capable de faire d'analyse beaucoup plus approfondie pour éventuellement déceler des erreurs ou déceler des manques. Chambre qui pourrait appeler Sénat. Cette chambre peut s'appeler Sénat, oui. Peut s'appeler autre chose. Mais, il y a un mais. Oui. Dans le contexte politique actuel sénégalais, je ne vois pas, moi, un membre de la majorité sérieux, en tout cas une personnalité politique sérieuse de la majorité, défendre le retour du Sénat. Parce que tous les responsables de l'APR, tous les responsables de Benno Bokk Yakaar s'étaient mobilisés pour dissoudre un Sénat. Si aujourd'hui ils tentent de faire revenir le Sénat, ils nous donneraient raison. Parce que nous étions contre la dissolution du Sénat. Parce que nous avions dit que vous cherchez à dissoudre le Sénat, c'est pour sanctionner les sénateurs qui majoritairement étaient encore restés au Parti démocratique sénégalais. C'est pour leur enlever le pain de la bouche. C'est pour demain caser vos militants. Donc si le Sénat doit revenir dans ces conditions actuelles, c'est pour caser leurs militants. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent avoir, eux, des problèmes pour parler même d'un quelconque retour du Sénat. Nous pouvons le dire, parce que nous n'avons jamais été pour la dissolution du Sénat. Mais eux, non. Oui, pourtant le président de la République n'a jamais exclu le retour du Sénat. Il l'avait juste dissolu. Il y avait eu une dissolution parce qu'il y avait la plupart des inondations à l'époque, on s'en souvient. Non, je le reconnais. Oui. Lui-même, le président Macky Sall, bien entendu, n'a jamais été, je crois, favorable à 100% à la dissolution du Sénat. Oui. Mais le constat est là. C'est sous son magistère. Et avec sa majorité, et avec son accord, que le Sénat a été dissous. De ce point de vue-là, je crois qu'il est mal placé même pour changer encore de point de vue, pour peut-être
remettre le Sénat. Donc vous êtes contre toute idée de Non, la remise au goût du jour du Sénat? Non, ma position elle est claire. Oui. Moi je ne suis pas contre le Sénat. Je ne suis pas contre les deux chambres. Je suis même pour. Mais je dis, il ne peut pas avoir des arguments pour convaincre les Sénégalais. Ils avaient dit que le Sénat était dissous parce qu'il y a les inondations. Le Sénat devait être dissous parce que c'était budgétivore. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant le Sénat n'est plus budgétivore? Ça veut dire maintenant que les inondations sont définitivement réglées? Ça veut dire que moi, ce qui m'étonne, en fait, ce qui peut me poser des problèmes, c'est quels sont les arguments que la majorité va utiliser pour convaincre les Sénégalais de la nécessité du retour du Sénat. Pourtant, ce ne sera pas seulement la majorité qui en serait bénéficiaire. Certainement, il y aurait des libéraux dans cette chambre-là. Ah ben, peut-être qu'il y en aurait. Ça dépend du système électoral retenu, encore une fois. Ça dépend aussi des modalités de désignation des sénateurs. On peut avoir un Sénat où l'opposition serait totalement absente. Hein. Si on s'arrête aux dernières élections, si ce sont les conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux et départementaux qui doivent élire les sénateurs, s'il n'y a pas d'autres modalités de désignation des sénateurs, on peut peut-être gagner 1 ou 2 départements, mais ça va s'arrêter à ça. Oui. Il y a également la hausse annoncée du budget du Conseil économique, social et environnemental, hausse de plus de 100%. Ça vous inspire quel commentaire? Mais ça ne m'inspire aucun commentaire, sauf que ceux qui parlaient d'institutions budgétivores doivent aujourd'hui reprendre la parole et répéter la même chose. Je crois que le Conseil économique et social, si bien sûr cette information est vérifiée, je n'ai pas encore lu le budget 2015 de l'Assemblée nationale, en tout cas les documents sont là-bas et je vais le faire bientôt. Si cette information est confirmée, ben, il faut poser cette question à la majorité. Mais il faut donner au Conseil les moyens de sa politique, non? Mais il faut d'abord, je crois que le Conseil... Moi d'abord, il faudrait qu'on revienne même sur l'utilisation des rapports produits par le Conseil économique et social. Oui. Chaque année, des rapports sont produits, sont même remis officiellement et formellement au président de la République. Mais moi, je veux bien qu'on s'arrête un peu et qu'on fasse un bilan sur l'utilisation des rapports produits par le Conseil économique, social et environnemental. Avant le Conseil économique, social et environnemental, c'était le Conseil économique et social. Avant ce Conseil, c'était le Haut Conseil de la République. Mais la classe politique doit se poser ces questions-là, qui sont des questions importantes. Où sont les rapports, les rapports des différents conseils économiques et sociaux? Où sont les propositions faites par ces différentes institutions? À quoi servent ces rapports? À quoi servent ces rapports-là? Ok. Nous allons progresser un peu, Modou Diagne Fada. Nous allons maintenant parler des retrouvailles de la famille libérale de manière globale. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis la Tabaski d'ailleurs, on parle des retrouvailles Wade-Macky Sall. Est-ce que vous êtes favorable à des retrouvailles entre le président de la République d'aujourd'hui et l'ancien président? Non, on ne peut pas en tout cas dire qu'on est au début des retrouvailles avec seulement un Premier ministre qui trouve un ancien chef de l'État dans un lieu de prière d'une grande fête nationale, une fête de pardon, une fête de communion, pour lui transmettre un message du président en exercice. On ne peut pas, à partir de cet acte seulement, dire que les retrouvailles sont en route. Sauf que la Macky est allé beaucoup plus loin. Il a envoyé un émissaire à Wade en la personne de Mahmoud Saleh. Non, Mahmoud Saleh, je regrette, n'est pas parti voir Abdoulaye Wade au nom de Macky Sall. Et le secrétaire général national du PDS aussi ne l'a pas reçu comme un envoyé du président Macky Sall. Ah oui. Maintenant qu'il y ait que Mahmoud Saleh, qui est une haute personnalité de la République, une haute personnalité de la paix, décide d'aller rendre une visite de courtoisie au secrétaire général national du PDS, c'est un acte que nous saluons. Vous pensez qu'il peut le faire sans l'aval de son patron, là? Non, je ne dis pas, mais écoutez, moi je parle avec Mahmoud Saleh tous les jours, je peux parler avec n'importe quel autre membre de la paix
sur n'importe quel autre sujet. Mais si je n'ai pas le mandat du Parti démocratique sénégalais, la personne avec laquelle je parle n'a pas le mandat du président de la République ou bien de la paire, mais ce sont des discussions qui restent dans le cadre privé et qui ne peuvent pas engager les formations politiques. Donc c'est Mahmoud Saleh, institut personnel, qui est allé voir Abdoulaye Wade. Ben, je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous, l'idée de retrouvailles, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que de façon générale, le président Wade lui-même avait fait une note, avait lancé un appel pour les retrouvailles de la grande famille libérale. C'est le patriarche, c'est le fondateur de la famille libérale, c'est son rôle d'appeler à des retrouvailles, d'appeler au regroupement de la grande famille libérale. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord. Parce que je considère que les libéraux sont majoritaires dans ce pays. Je considère que la grande famille libérale doit se regrouper pour pouvoir porter les idées libérales, pour pouvoir faire avancer les idées libérales. Maintenant, quand est-ce que ces retrouvailles vont avoir lieu? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Je n'en sais absolument rien, mais l'idée, elle est bonne. Parce qu'il faut clarifier le jeu politique sénégalais. Il faut empêcher les coalitions Soupou-Kandia de continuer à exister. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas s'entendre pour dire, entendons-nous pour faire partie du Diouf seulement, sans programme, sans idée commune. Ensuite, entendons-nous pour faire partie Wade seulement, sans programme, sans idée partagée, sans une vision partagée. Les gens doivent s'entendre autour de programmes. Et pour moi, les coalitions doivent naître après les élections. Quand je pars aux élections sous la bannière du Parti démocratique sénégalais, l'autre part sous la bannière du Parti socialiste, il faudrait qu'on propose aux Sénégalais ces 2 projets de société, ces 2 idées, l'idée libérale, l'idée socialiste. Les Sénégalais nous départagent. Les Sénégalais me donnent 50, peuvent me donner 50 députés, peuvent donner 30 députés au Parti socialiste. Maintenant, après, nous pouvons voir. Si pour faire passer certaines lois, j'ai besoin moi des députés du Parti socialiste, je dois pouvoir former un gouvernement avec le Parti socialiste. Et nous devons pouvoir travailler ensemble à l'Assemblée. Donc les coalitions, il faut les créer après les résultats des élections. Mais créer des coalitions avant, cela ne me semble plus être pertinent dans le contexte politique sénégalais. Justement, il se dit qu'il est impossible de remporter des élections, notamment une élection présidentielle, sans coalition. Mais non, vous remettez en cause cette hypothèse-là? Mais c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'en 2000, c'est-à-dire que le deuxième tour était fait pour être remporté par le candidat Abdoulaye Wade. La preuve. Avec ou sans coalition? Avec ou sans coalition. Avec ou sans coalition. Parce qu'il y a des partis qui avaient appelé à voter pour Abdou Diouf à l'époque. Ils n'ont pas été suivis par leurs militants, ils n'ont pas été suivis par leurs électeurs. Donc en Afrique, au Sénégal en particulier, quand le président est en ballottage, souvent son challenger a beaucoup de chances de le remporter sans même l'aval ou l'accord des autres partis qui étaient en compétition. C'est ma conviction. Le président Macky Sall allait passer haut la main au deuxième tour de l'élection présidentielle 2012 sans même l'apport des autres composants de Benno Bokk Yakaar. C'est ma conviction. Donc moi, je ne vois pas la nécessité d'installer ces coalitions-là avant. Les coalitions, il faut les mettre après. Après les élections législatives d'ailleurs. Quand on se sera compté et quand on aura obtenu pour chaque camp le nombre de députés. Vous savez, ce regroupement de la famille libérale va aider la famille socialiste aussi à se regrouper. Il faut rationaliser le nombre de partis dans notre pays. 13 millions d'habitants, 250 partis ou 300 partis, ce n'est pas sérieux. Il faut que les partis qui se créent acceptent d'aller aux élections. Il faudrait que les partis qui se créent acceptent de participer aux compétitions électorales. Mais un parti qui se crée, qui ne participe jamais à des élections, dont on ne connaît même pas l'adresse, dont on ne connaît même pas le siège, qui ne tient jamais de congrès ni de bureau politique, mais ces partis-là, ils ne doivent plus exister. Ah, mais ça, il faut un toilettage. C'est la loi qui leur permet de créer leur parti. Non, moi je ne dis pas, non, cette loi-là, il faut la maintenir. Il faut permettre à tout Sénégalais qui souhaite créer un parti de créer un parti. Mais la classe politique doit s'entendre, doit discuter autour des modalités de toilettage de l'échiquier politique, de la scène politique. On peut arrêter des règles. Si un parti est créé pendant 2 ans, 3 ans et qui n'a jamais participé à une élection,
ce parti-là ne doit plus exister. Si un parti participe à 2, 3 fois à des élections et n'obtient pas 0,001%, le leader de ce parti-là doit comprendre que son projet de société n'est pas partagé par ses concitoyens et doit aussi accepter de se dissoudre ou d'aller rejoindre d'autres camps. Mais ça, il faut en discuter au niveau de la classe politique. Il faut, autour du ministre de l'Intérieur, convoquer les partis politiques, en discuter, arrêter des règles, des modalités, pour véritablement qu'on puisse avoir de grands partis sérieux dans notre pays. Oui, retrouvailles de la famille libérale, on en parle depuis quelques années au Sénégal. Mais dans quel cadre? Est-ce dans le cadre d'un grand parti politique ou bien dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale? Bon, moi je ne sais pas. C'est-à-dire, il faut d'abord que le principe soit accepté par tous les partis de la famille, tous les partis membres de la famille libérale. Et si le principe est accepté, maintenant, nous devons nous rencontrer pour discuter dans le cadre politique, pour voir est-ce que nous allons exister séparément et le moment venu, avoir les mêmes listes aux élections législatives, avoir les mêmes listes aux élections municipales, avoir le même candidat à l'élection présidentielle, ou alors est-ce que nous allons continuer à exister séparément, à préparer, à se présenter séparément et à peut-être se soutenir lors du deuxième tour ou à l'Assemblée nationale créer le même groupe parlementaire ou bien au conseil municipal créer le même groupe parlementaire. On en discutera. Ou maintenant, si nous pensons que c'est suffisamment mûr, on peut aller vers une seule et unique formation politique libérale. Personnellement, rien ne me gêne. L'essentiel, c'est que ceux qui sont ensemble, ceux qui ont les mêmes idées, ceux qui portent la même vision, ceux qui ont la même façon de voir l'économie, la culture, l'éducation, le social, que cela soit ensemble. Les autres aussi, qu'ils soient ensemble. Oui. Je suis sûr que si la famille libérale se regroupe, la famille socialiste aussi va se regrouper. Peut-être la famille communiste, si elle existe encore, va aussi se regrouper. Et les nationalistes aussi vont se regrouper. Sauf que là, il y a l'équation Abdoulaye Wade. Quelqu'un comme Idrissa Seck qui dit, oui, moi je suis favorable au retrouvailles de la famille libérale, mais sans Abdoulaye Wade. Mais c'est une erreur. Oui. On ne peut pas faire les retrouvailles de la famille libérale sans Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est quand même le fondateur de cette famille. Mais il a fait son temps, Abdoulaye Wade. Ouais, d'accord, mais Abdoulaye Wade n'a pas dit qu'il veut être encore président de la République. Il n'a pas dit qu'il veut être encore maire ou député. Il n'a même pas dit qu'il veut encore être secrétaire général du Parti démocratique sénégalais ou bien secrétaire général ou bien leader de la famille libérale. Il ne l'a pas dit. Le leader de la famille libérale ou les leaders de la famille libérale vont se trouver entre nous. On va les trouver entre nous. Mais Abdoulaye Wade, son rôle, c'est de coordonner, c'est de prendre l'initiative. Son rôle s'arrête à ça. Mais aujourd'hui, personne n'est mieux placé qu'Abdoulaye Wade pour prendre l'initiative des retrouvailles de la famille libérale. Oui. Parce que c'est quand même le patriarche. Nous tous qui sommes des libéraux, c'est lui qui nous a appris ce que c'est que le libéralisme. Pour la plupart, nous venons du Parti démocratique. Pour la plupart, nous sommes au Parti démocratique sénégalais ou alors nous venons du Parti démocratique sénégalais. Il est encore là, vivant, bien présent, suffisant de ses facultés physiques et mentales et étant disponible pour mettre le peu de son temps à la disposition de la famille libérale. Je crois que c'est la famille libérale qui a plutôt intérêt à saisir cette chance pour pouvoir se regrouper. Oui, à la suite de Idrissa Seck, il y a Macky Sall également qui semble cracher sur ces retrouvailles. Parce qu'au moment où il est question de retrouvailles, lui, il est en train de multiplier les rencontres avec sa coalition Benno Bokk Yakaar. C'est son choix. C'est son choix de consolider ses rapports avec Benno Bokk Yakaar. Mais en tout cas, moi, je reste persuadé aujourd'hui que la coalition Benno Bokk Yakaar est minoritaire dans ce pays. Ah oui. Je reste persuadé que le président Sall ne pourra pas avoir un deuxième mandat avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Je reste persuadé que le prochain président de la République, la prochaine majorité à l'Assemblée nationale, si nous ne faisons pas attention, nous libéraux, nous devons faire attention. Parce qu'encore une fois, nous sommes majoritaires, mais nous sommes désunis. Nous ne sommes pas unis. Nous devons regarder un peu plus loin. Nous devons regarder au-delà de nos propres ambitions et mettre en avant les idées que nous partageons, les programmes que nous partageons, la famille politique que nous partageons. Mais si nous ne le faisons pas, c'est à nos risques et périls. Mais je ne sais pas, moi je n'ai pas encore entendu une réponse officielle et formelle de l'Alliance pour la République ou bien une réponse officielle et formelle du président Macky Sall.
se positionnant contre les retrouvailles de la famille. Oui, il a répondu par les actes. Il est là en train de rencontrer. Mais nous aussi, nous sommes en train de travailler au niveau de l'opposition, à consolider l'opposition, à consolider les partis qui sont au niveau de l'opposition. Et puis je crois que chacun donc est dans son rôle. Est-ce qu'il n'est pas en train là de prendre un peu d'avance sur vous là en direction de 2017? Parce que là, au moment où vous focalisez sur la traque des biens mal acquis, le procès Karim Wade, lui, il est en train de préparer sa réélection. C'est vrai que je l'ai dit quelque part et je peux le confirmer. Effectivement, il y a quelque part un piège. Et ce piège-là, il faut qu'on travaille à le dépasser. Il faudrait qu'on travaille à s'en sortir. Parce que le PDS ne peut pas être focalisé jour et nuit, 24 heures sur 24, sur la traque des biens supposés mal acquis. Ce travail-là est important. Cette solidarité avec nos frères, avec nos sœurs, Karim Wade, Aïda Ndiongue, Aziz Diop, Bara Sadi et les autres, cette solidarité, elle est importante. Mais concomitamment à ce travail judiciaire, à ce travail de soutien à nos otages, à ce travail devant aboutir à la libération de nos otages, nous devons aussi travailler à réorganiser le Parti démocratique sénégalais. Nous devons aussi travailler à remettre sur les rails le Parti démocratique sénégalais. Nous devons travailler à renouveler les secteurs, les sections, les fédérations. Nous devons aller en congrès pour désigner de nouvelles instances et désigner de nouveaux leaders. Ce travail-là aussi, c'est un travail important. Et nous n'avons pas le droit de le rater. Nous ne pouvons pas échouer aussi pour ce travail-là. Parce qu'encore une fois, l'espoir est là. Les Sénégalais comprennent et pensent que le PDS constitue aujourd'hui l'alternative à ce qui se fait. Mais il faudrait que le PDS soit davantage réorganisé, soit davantage combatif. Il faudrait que le PDS prenne ses responsabilités pour pouvoir, comme on dit, capitaliser toute cette sympathie, tout ce courant d'espoir qui est en train de renaître et qui a pris son envol avec les élections locales où, je le rappelle, nous avons obtenu plus de 550 000 voix, alors que lors des élections législatives, nous n'avions obtenu que 298 000 voix. Oui, vous parlez tout à l'heure de nouveaux leaders, mais le nouveau leader, il pourrait s'appeler Karim Wade, hein? Pourquoi ne pas attendre sa libération pour tenir un congrès où il pourrait être candidat et même être secrétaire général du parti? Non, vous savez, même s'il est en prison, si nous décidons d'en faire le secrétaire général ou le candidat, nous pouvons le faire. Mais rien n'y s'y oppose. Il n'y a aucun texte du parti qui dit, parce qu'un militant est en prison. Mais on a même investi, lors des dernières élections législatives, Abdou Aziz Diop était notre tête de liste proportionnelle à Richard-Toll. Aïda Ndiongue était notre tête de liste aux HLM. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils ne sont pas des militants, qu'ils ne sont pas des responsables. Aujourd'hui, ils ont encore leurs droits civiques et politiques et ils peuvent participer à toute compétition. Mais je ne pense même pas qu'on puisse avoir le temps parce que j'espère, en tout cas moi je suis toujours au plus, j'espère que Karim Wade sera bientôt libre. Écoutez, l'accusation contre Karim Wade, les 117 milliards pour lesquels il est détenu à Rebeuss, il faut maintenant y retrancher les 47 milliards de Singapour. Il restera 70 milliards, auxquels il faut retrancher les 64 milliards revendiqués par Bibo Bourgi. Il resterait 6 milliards. Il faut retrancher dans ces 6 milliards-là les maisons d'Abdoulaye Wade, du point E. Si vous retranchez ensuite les baux, les 2 terrains attribués à Karim Wade et qui sont retournés aujourd'hui dans le patrimoine de l'État. Mais il ne restera pas. Là, vous faites dans le simplisme, là. Non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non, je vous parle sérieusement. Quand Karim Wade dit et répète devant la Cour, parlons des 117 milliards. C'est parce qu'il est à l'aise dans ce débat-là, des 117 milliards. Mais attends, le procès va arriver à ce niveau-là et vous allez vous-même voir qu'il n'y a rien qui mérite qu'on puisse continuer à retenir Karim Wade en prison. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que la libération de Karim Wade, je l'ai dit, je le répète, est devenue une demande sociale. C'est eux qui disaient que son arrestation était une demande sociale. Mais sa libération est devenue aujourd'hui une demande sociale. La mesure la plus populaire que prendrait le président Macky Sall aujourd'hui, c'est de contribuer à la libération de Karim Wade. C'est ma conviction profonde. Oui, après Karim Wade, il y a le cas Maître Ousmane Ngom.
il est membre du groupe parlementaire que vous dirigez et membre du Parti démocratique sénégalais. Mais là, on ne le voit plus. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Franchement, non. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas les nouvelles du frère Ousmane Ngom. Depuis le retour du président Abdoulaye Wade, je ne l'ai plus croisé. Ni à l'Assemblée nationale, ni à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Mais je sais qu'il garde encore des contacts avec le président Abdoulaye Wade. C'est quoi? Il vous a lâché? Je ne saurais le dire. Il n'a pas écrit, il n'a pas fait de déclaration. Mais donc, pourquoi dire qu'il nous a lâchés? Ok. Donc, il y a effectivement un cas Ousmane Ngom au PDS ou pas? Je ne l'appelle pas un cas. C'est un constat que des journalistes que tu as fait, qu'il n'est plus présent dans certaines de nos activités, dans certains de nos rassemblements. Mais c'est un homme suffisamment responsable. Je crois que s'il avait décidé de quitter le PDS ou s'il avait décidé de lâcher le PDS, il sait comment le faire. Ou bien même de transiger, parce que des rumeurs disent qu'il aurait transigé. Je n'en sais absolument rien, mais je ne le crois pas. Personnellement, je connais quand même un peu Ousmane Ngom pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir pratiqué. Je crois que c'est un homme d'honneur. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire cela. Ok. Là, je vais interpréter l'ancien ministre de la Santé que vous êtes. Aujourd'hui, il y a l'OMS qui sort le Sénégal de la liste rouge concernant Ebola. Est-ce une bonne nouvelle à votre... C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bon, il y avait la panique partout. Même nos amis qui sont à l'extérieur nous appelaient. Le Sénégal est devenu maintenant parmi les pays... Ebola, etc., etc. Bon, je crois que ça a été un soulagement quand j'ai appris la nouvelle de voir que notre pays n'est plus cité parmi les pays où sévit le virus Ebola. Ok. La polémique sur l'identité du présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye, ça vous inspire quel commentaire? Il faut d'abord saluer le fait qu'on puisse entendre le procureur. Maintenant, sur ce qu'il a dit, les commentaires sont différents, sont divergents. Celui qui a été présenté comme le présumé meurtrier, il faudrait qu'on puisse lui accorder tous ses droits. Il est encore innocent, il n'est coupable de rien du tout. Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Et il faut respecter cette présomption d'innocence. Mais en tout état de cause, la lumière doit être faite. Oui. C'est l'engagement pris par l'État, c'est l'engagement pris par le gouvernement. Et je crois que ça va aussi dans le sens de la défense, dans le sens de la sécurisation de l'université. Ça va poser beaucoup de problèmes, d'abord aux étudiants, ensuite aux professeurs et de façon générale à la communauté universitaire. On ne peut pas permettre de tels faits, de tels actes au sein du campus universitaire. Bien entendu, en écoutant les avocats du présumé meurtrier, tout comme la famille de M. Bassirou Faye, et je profite de l'occasion encore une fois pour renouveler mes condoléances et celles de Maître Wade et du Parti démocratique sénégalais à la famille de Bassirou Faye. En attendant une partie de la famille de Bassirou Faye ou même une partie de la famille du présumé meurtrier ou les avocats du présumé meurtrier, on se rend compte qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Mais je crois qu'une enquête, elle est ouverte, c'est pour clarifier la situation, c'est pour éclaircir la situation. Et en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui encouragent les gens à aller jusqu'au bout pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Et en tant qu'élu du peuple, est-ce que vous irez jusqu'à demander l'ouverture ou bien la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire? Oui, si ce débat-là, qui est né à la suite des propos de M. le procureur de la République, si ce débat-là continue, l'Assemblée doit se saisir de la question. Absolument. Et convoquer les uns et les autres pour enquêter à son niveau. Je crois que si, comme on dit, le débat continue, si la polémique s'amplifie, si la polémique enfle, il faudrait bien que la représentation nationale convoque les différentes parties pour en avoir le cœur net. En espérant que ce ne sera pas une commission de plus. Mais non, en espérant que
Il y a, semble-t-il, un grand homme politique français qui disait que si vous voulez enterrer une affaire, il faut créer une commission. Mais j'espère que pour cette affaire-là, ça ne va pas être une commission de plus. Voilà, merci en tout cas Modou Diagne Fada. Vous êtes membre du comité directeur du PDS, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, président du conseil départemental de Kébémer, ancien ministre de la jeunesse et ancien ministre de la santé. Ça a été un immense plaisir pour nous, comme d'habitude d'ailleurs, de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion, surtout pour ce premier numéro d'opinion de la rentrée 2014-2015. C'est un plaisir pour moi et je te souhaite une excellente reprise. Voilà, merci pour tout, monsieur le député. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. You're gonna